On va s'en mettre plein les yeux aujourd'hui. Laurent nous emmène au cœur des plus beaux paysages alpins. À commencer par le massif des Dolomites en Italie, qui raconte avec poésie la jeunesse des Alpes. Ici, c'est resté en l'état. C'est un paysage de création du monde. À Chamonix, le site du Mont-en-Vert offre un panorama exceptionnel sur la mer de glace. Mais en l'espace de quelques décennies, ce célèbre paysage a considérablement changé. On a 150 ans entre le paysage d'aujourd'hui et cette photo. Enfin, l'un des sommets les plus connus au monde, le Cervin, célèbre depuis la tragédie de sa première ascension par Edward Whymper. C'est parti pour un voyage à travers les paysages les plus mythiques des Alpes. Dans les Alpes italiennes, les Dolomites font figure d'exception. Ici, de larges vallées verdoyantes s'opposent à des falaises impressionnantes et les paysages semblent sortis tout droit d'un conte fantastique. Il faut dire que les Dolomites sont un peu comme une île, perdue au milieu d'un océan de montagnes. La première fois, on entre dans les Dolomites comme on entre dans une cathédrale. Fasciné par les jeux de lumière sur ces édifices de pierre, ces bastions de roches calcaires. Le plus incroyable est la façon dont surgissent ces forteresses, isolées au milieu de vallées douces et verdoyantes. Pour comprendre comment tant de beautés naturelles se sont formées, je prends l'avion pour Venise. De là, direction la frontière autrichienne, plein nord, pour rejoindre le site magique des Cinque Torri. C'est là que m'attend Sandro, un géologue passionné de l'université de Ferrara. Avec son équipe, il a œuvré au classement UNESCO des Dolomites comme patrimoine mondial de l'humanité. C'est magnifico, hein? Ouais, c'est... Laurent, ici dans les Dolomites, les mots dont on doit se souvenir, ce sont la mer et la vie. Toute cette roche s'est formée dans une ancienne mer tropicale. Ici. Il y avait de la mer partout, il y avait des îles, des abysses, il y avait des plages, il y avait des lagunes. Des poissons. Des poissons. C'est incroyable. Sì, sì. Guarda, vedi là in fondo, per esempio, Là-bas au fond, par exemple, nous avons une île parfaitement préservée. abbiamo un'intera isola perfettamente preservata. Au sommet, on pourrait presque s'imaginer sur une plage en train de boire un mojito avec des amis. In spiaggia a prendere un mojito con i nostri amici. C'est incroyable, ça. Si aujourd'hui on ne boit plus de mojitos au sommet des montagnes, c'est à cause de la fameuse dérive des continents. Petit retour en arrière de 230 millions d'années, l'Italie ressemble alors à la Polynésie. Cela peut paraître inimaginable, mais les preuves pourtant sont là. Les géologues les trouvent même partout dans la montagne. Pour l'anecdote, les Dolomites doivent leur nom à un certain Déodat de Dolomieu, un scientifique français du XVIIIe siècle. En excursion dans la région, il découvre que le calcaire d'ici n'est pas tout à fait comme les autres et lui donne le nom de Dolomite. Mattia et Julia sont étudiants. Ils travaillent avec Sandro en stage de terrain. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Alors Sandro, je savais que les géologues aimaient la pierre, mais de la manger quand même. Eh sì, adesso Mattia. Et come oui, vedrai, Mattia lèche la roche parce que c'est le seul moyen de pouvoir reconnaître les cristaux qu'il y a à l'intérieur en regardant avec la loupe. À cet endroit, si les cristaux brillent beaucoup, cela veut dire que c'est de la fameuse dolomite, la roche qui caractérise ces montagnes. La roccia che caratterizza queste montagne. Alors ça ressemble à quoi la dolomite? Tu peux me montrer, Julia, la dolomite? C'est ça? Prendi giù. Ça, c'est de la dolomite pure. Esattamente. Ouais. À quoi on la reconnaît? La riconosci dal colore. On la molto reconnaît par sa chiaro, couleur très molto claire, bianco, très blanche, molto très vivo, vive, dal par le fatto fait qu'elle che con la brille luce sous la del lumière du sole soleil brilla, ou lorsqu'on la casse et on la lèche. o quando la rompo e la lecco che brilla.
Et par le type de structure qu'il y a à l'intérieur, les lignes que l'on trouve à l'intérieur. Et alors toutes les stries qu'on peut voir dans cette roche, là voilà, ce sont des couches successives d'algues, de sédiments qui ont été amenés par la lagune. Esattamente. Alors c'est vrai que c'est pas facile de bien comprendre la géologie, mais je vous garantis que quand vous baladez avec des gens comme Sandro et ses amis, non seulement vous vous promenez dans un paysage de création du monde, mais en plus vous comprenez comment les choses se sont fabriquées. Et ça, c'est un nouveau concept, c'est le géotourisme. Exactement, le géotourisme part des viscères de la Terre afin de nous parler à tous de notre monde. Parce qu'en fin de compte, nous venons tous de ces roches, de ces formes de vie. Partout dans les Dolomites, nous trouvons des grandes quantités de pierres qui prouvent qu'avant, il y avait une mer ici. Des plages entières fossilisées, comme dans cet exemple. Fais comme ça avec la main, sens bien le relief et la texture. Tu es en train de toucher une plage vieille de 250 millions d'années. Ça, c'est comme exactement ce qu'on ressent quand on marche pieds nus sur le fond de la mer à marée basse. C'est fossilisé et c'est une pierre que tu as trouvée ici. Oui, on en trouve à plusieurs endroits dans les Dolomites. Je ne sais pas si on s'en rend compte, il faut vraiment la toucher, comme ça, voilà, là on est sur la plage. Ok. On peut trouver aussi et surtout de magnifiques coraux, témoins d'une vie sous-marine abondante dans la région. Et alors vraiment, mais c'est incroyable parce qu'on voit les dessins extrêmement fins. Mais comment tu expliques que ce corail dans les Dolomites soit aussi bien conservé? Pourquoi est-ce qu'on n'en trouve pas partout dans les montagnes? Parce que toutes les montagnes, à un moment ou à un autre, étaient au fond de la mer. Dans les Dolomites, tout cela est très bien préservé puisque pendant la formation des Alpes, cette zone a été protégée, comme soulevée par une main divine qui l'a maintenue suspendue. Alors qu'ailleurs, la France et le Piémont connaissaient un cataclysme. Donc ici, c'est resté en l'état. C'est un paysage de création du monde. Esattamente. Le massif du Mont Blanc attire chaque année des centaines de milliers de touristes venus admirer ses glaciers. Le site du Montanvert, surplombant la mer de glace, est l'un des plus fréquentés mais aussi l'un des plus anciens. Entre la construction du chemin de fer et aujourd'hui, ce paysage mondialement connu a pourtant radicalement changé sous l'effet de la hausse des températures. La mer de glace qui serpente sous mes yeux, au pied des Grandes Jorasses, en est une parfaite illustration. Autrefois menaçant les populations par son avancée dévorante, elle est aujourd'hui en sursis, tant sa fonte est fulgurante. Franchement, Sylvain, quand je vois cette photo, j'ai du mal à le croire. Et pourtant, c'est la triste réalité de la mer de glace. On a 150 ans entre le paysage d'aujourd'hui et cette photo. Et il y a combien d'épaisseur en moins alors? On a à peu près 150, 160 mètres d'épaisseur de glace de moins par rapport à 1880. Ça veut dire que quand la gare du Montanvert a été construite, on était presque au niveau du glacier. Pas tout à fait, Un peu on au-dessus. était 60 mètres, 70 mètres au-dessus du glacier. Et aujourd'hui, on est 200 mètres au-dessus du glacier. Ouais. Alors, venez voir. Pour vous donner une échelle, vous voyez là vers les grottes, on va y descendre. Bah, les petits points que vous voyez, ce sont les grottus, les gens qui travaillent dans la grotte de la mer de glace. Au-dessus, là, ils sont en train d'enlever les cailloux. Ils sont minuscules et ça donne l'échelle de ce paysage. Sylvain m'accompagne dans le lit du glacier. Les marches que nous empruntons pour rejoindre la mer gelée se rallongent d'année en année. Et au fur et à mesure de la descente, nous croisons les stigmates du retrait des glaces. Et alors, c'est quoi ça là? Alors tu vois Laurent, ici on a le bras, l'articulation du bras qui maintenait la plateforme, qui donnait accès à la grotte. Donc le glacier était ici à ce niveau. Le glacier était là, juste en contrebas. Et maintenant, on voit l'entrée de la grotte. On voit bien l'entrée de la grotte, située 75 mètres en dessous du niveau de 1988. Donc tous les ans, tous les 2 ans, ils rajoutent des marches, des passerelles? Oui, tout à fait. Le glacier perd 2-3 mètres. La moyenne, c'est 3 mètres par an depuis 25 ans. Ouais, c'est impressionnant. Une décrue inéluctable, suivie par de nombreux scientifiques. Luc Moreau, glaciologue chamonniard, a filmé cette évolution. 6 mois de fonte seulement se déroulent sous nos yeux. Là, on marche vraiment sur des débris, hein? On est sur tous les débris que le glacier a abandonnés pendant son retrait.
Et la quantité est véritablement impressionnante. Je vois ça. C'est pas très stable en plus. Plus que quelques mètres de traversée dans cette pente recouverte de roches erratiques issues de la fonte du glacier. Le sol est instable, les pierres glissantes et la pluie nous oblige à accélérer le pas. Bon, on se met à l'abri dans un glacier. Parce qu'il pleut dehors. Alors ça, c'est l'ancienne grotte de l'été dernier. C'est la grotte de l'année dernière. Elle Ouais. fonctionne pendant 1 an et ensuite elle est recreusée et la prochaine va bientôt ouvrir ses portes. Et est-ce que ça peut ressembler à une grotte naturelle qu'on pourrait trouver dans un glacier? Complètement. Surtout qu'elle a été érodée par la fusion. L'air chaud qui est véhiculé par l'afflux de touristes pendant l'été l'a fait fondre. Les parois sont beaucoup plus larges qu'auparavant. Et au fond de la mer de glace, là où sortait le torrent il y a 2 ans, on avait une belle grotte comme ça. C'est très humide, hein. Il y a presque du brouillard à l'intérieur. C'est incroyablement translucide. Effectivement, on a une très belle glace avec une structure à neige grosselle qui alterne avec une structure beaucoup plus foncée. Ça, c'est de l'eau qui a regelé en profondeur dans la partie haute du glacier, à 3500 mètres. Alors cette glace-là, elle s'est formée au sommet de l'aiguille du Midi, enfin juste en dessous. En général, elle se forme sous 25 à 30 mètres d'épaisseur de névé. Et là, on a de l'eau qui regèle en permanence. Et c'est pour ça que c'est un glaçon, quoi. Mais qu'est-ce qui explique la présence de toutes ces petites bulles d'air, là? Alors, c'est un glaçon, effectivement, mais c'est pas un glaçon de glace de congélateur, hein. C'est un glaçon de glace de glacier avec beaucoup d'air de l'époque des chutes de neige. Par exemple, dans cette grotte, dans ces petites bulles d'air qu'on voit par endroits, on a conservé de l'air qui date de la Révolution française, de l'air qui date de l'époque de la première ascension du Mont Blanc. Imaginons que l'ensemble des glaciers du massif du Mont Blanc fondent. Est-ce que ça aurait une répercussion sur le niveau de la mer? Oui, très très légère comparée aux grandes calottes glaciaires. Ce serait 1 à 2 cm Ah mais d'augmentation. quand même, 1 à 2 cm quand même. Mais comparé aux grandes calottes glaciaires, c'est ridicule. Parce que là, ce serait combien si elles fondaient dans l'absolu Si le Groenland et l'Antarctique fondaient, on serait à 72-74 mètres. Ah oui, donc c'est pas la même échelle. C'est dans cet univers tourmenté que Pascal Tournaire, photographe, travaille les lumières dans un décor naturel en perpétuelle évolution, mais qu'il voit jour après jour avec un regard toujours neuf. Alors toi, tu es tombé amoureux de ce massif pour sa qualité picturale. Oui, vraiment, c'est très photogénique. On a ces lames de granit protogyne, là, c'est fabuleux. Une qualité de cailloux exceptionnelle, une belle couleur. Et puis le contraste avec le blanc des glaciers. Au fil de la saison, c'est en évolution permanente. Et c'est vrai que même un site comme le Montanvert, qui a été photographié et peint par les grands peintres du 19e des milliers de fois, on arrive toujours à faire quelque chose de différent. C'est l'intérêt de la montagne. Le travail de Pascal fige dans le temps une montagne éphémère. Installé depuis plus de 15 ans à Chamonix, il photographie la mer de glace et sa décrue en spectateur impuissant. Il y a beaucoup de gens qui, comme nous, constatent cette décrue de la mer de glace qui est particulièrement visible ici au Montanvert. Moi, je suis venu il y a 20 ans, c'était blanc. Et j'imagine les touristes qui découvrent sur les prospectus les gravures anciennes, quand ils arrivent ici, forcément, bon, il y a la magie aussi des montagnes, mais le glacier, c'est un peu décevant. Hier tourmentée avec ses crevasses béantes et aujourd'hui lissée par une fonte fulgurante, elle nous mène tout droit aux portes d'une haute montagne qui, bien que conquise par l'homme, semble toujours inexplorée. Montagne mythique s'il en est, le Cervin. Connu dans le monde entier pour sa forme quasi parfaite, mais aussi pour l'admiration qu'il suscite auprès de ceux qui le contemplent. Longtemps considéré comme inaccessible, le Cervin a été vaincu pour la première fois par un jeune Anglais, Edward Whymper. Depuis cette victoire, mais aussi le drame qui l'a accompagné, la fascination pour le Cervin n'a jamais cessé.
Dans la trace des pionniers, je vais remonter le cours de l'histoire, afin de prendre la mesure exacte de celui qu'on appelle ici le Matterhorn. Pour ma part, j'aurais jamais été aussi près du Cervin. J'arrive au refuge Hornli, qui est la dernière étape avant le règne de l'alpinisme. Alors pour beaucoup, comme pour moi d'ailleurs, le voyage s'arrête ici, tout à fait au pied de la voie la plus fréquentée. Et face à un panorama absolument étourdissant. Arrivé au refuge à 3250 mètres d'altitude, on comprend ceci. L'arête du Hornli, qui paraît infranchissable vue d'en bas, n'est pas aussi raide que cela. Alors, pour l'équipe de Whymper, ce fameux 14 juillet, l'ascension contre toute attente se passe sans difficulté majeure. À 13 h, ils sont au sommet. Le Cervin est vaincu. Les Italiens sont battus. Dégoûtés, ils rebrousseront chemin. C'est ainsi que l'arête du Hornli va devenir la voie royale du Cervin, la voie que les alpinistes du monde entier vont désormais parcourir. Et leur point de départ, c'est ici, le refuge Hornli. Il vient tout juste d'être rénové. À partir d'ici, c'est vraiment le début de l'alpinisme, c'est le début de l'ascension du Cervin. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à trouver comme type de roche, comme type de montagne? Ja, das Matterhorn ist einer der schwierigsten 4000er. Le Cervin est l'un des 4000 mètres le plus difficile des Alpes. Es ist ein reiner Felsberg. Parce que c'est un pur bloc de rochers, c'est de l'escalade. Et en plus, c'est un vrai labyrinthe. Est-ce que c'est une montagne dangereuse? Ich glaube, der Berg ist nicht gefährlich. Die Leute machen den Berg. Je ne dirais pas que c'est la montagne qui est dangereuse, mais que ce sont les alpinistes qui la rendent dangereuse. C'est ça la nuance. Au Cervin comme au Mont Blanc, il y a un problème de fréquentation. Il y a trop de monde sur la montagne. Alors c'est pour ça que lors de la rénovation du refuge, nous avons réduit la capacité d'accueil pour limiter le nombre d'alpinistes sur le Cervin. Les belles journées d'été, cependant, il peut y avoir jusqu'à 200 alpinistes au sommet. Et de nombreux randonneurs viennent jusqu'ici pour les observer et les voir redescendre vers midi, après environ 8 heures d'ascension, aller-retour. Aujourd'hui, le Cervin, c'est aussi une montagne de record. On peut le gravir très rapidement. Ja, jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen wurde die Nordwand. Oui, c'est vrai. Par exemple, le dernier en date, c'est celui du guide suisse Danny Arnold. Il a parcouru toute la face nord en seulement 1h46, alors que normalement, il faut près de 12 heures. 1h46, c'est incroyablement rapide. De la première de Whymper à l'exploit de Danny Arnold, on peut mesurer 150 ans de l'évolution de l'alpinisme. Mais en montagne, il ne faut pas oublier qu'arriver au sommet, ça n'est que la moitié du parcours. Il faut ensuite redescendre. Et pour l'équipe de Whymper, c'est là que tout va basculer.
À peu près 300 mètres sous le sommet, dans un passage de désescalade, le jeune ado montre ses limites techniques. Dans sa chute, il entraîne Crow, qui entraîne Hudson, qui entraîne Douglas. Les 4 alpinistes chutent dans l'abîme. Seul Whymper et les 2 guides suisses restent vivants. La corde qui les reliait aux autres s'est rompue. Ce qu'il en reste est aujourd'hui conservé au musée de Zermatt. Alors là, on entre vraiment dans la crypte, en tout cas dans le lieu qui commémore ce fameux drame qui a défrayé la chronique. Voilà, avec la relique, la fameuse corde. Ce petit morceau de chanvre soulève bien des questions. En tant qu'alpiniste, Claude relève déjà une anomalie évidente. Cette corde, c'est tout un symbole. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Ce qui s'est passé reste quand même mystérieux, parce que cette corde n'aurait pas dû être utilisée. C'est une corde fine qui n'offre pas une résistance suffisante pour retenir un choc. Elle avait été emmenée pour être utilisée comme corde fixe, pour être laissée sur place et être utilisée en main courante. À la suite de quelle décision elle a été utilisée pour un usage pour lequel elle n'était pas faite, ça, on n'a pas trop d'explications claires à donner. Et cette corde, c'est grâce à elle, sans doute, qu'il y a eu 4 morts et pas plus. Parce ça aurait été la corde solide, ils partaient tous dans le vide. Il y a de grandes chances qu'ils auraient été arrachés. À Zermatt, une enquête de police cherche à connaître les responsabilités. Ce drame ne serait-il pas la faute d'un jeune Anglais trop pressé, prêt à tout pour la victoire? Est-ce qu'à un moment, on a soupçonné Whymper d'avoir volontairement créé cet accident ou les circonstances de cet accident pour être le seul et unique vainqueur du Cervin, qu'il n'y ait pas d'autres grands noms dans l'histoire? Non, mais par contre, ce qu'on a soupçonné à un moment, c'est que l'un des 3 survivants ait coupé la corde pour se sauver. Bon, après, couper la corde, prendre la responsabilité de couper une corde, c'est aller un peu contre l'esprit de l'alpinisme, l'esprit de la cordée. Personne n'a envie d'être confronté à ce genre de dilemme, je crois. Ah, personne. Seul et spectaculaire, on en comprendrait presque l'obsession et la fascination qu'il exerçait sur Edward Whymper. Alors après enquête à propos de cet accident, aucune charge n'est véritablement retenue contre Edward Whymper. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient... c'est le rêve de sa vie qui s'écroule. Il touche au Graal, et tout d'un coup, c'est la catastrophe, la tragédie. Il a 25 ans. Et donc, il se retrouve avec le poids de ces 4 morts. Bien plus tard, Whymper écrira dans ses mémoires « Un seul moment de négligence peut détruire une vie entière de bonheur ». Alors avec le recul et tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'était qui Edward Whymper? Edward Whymper, c'était un aventurier, un explorateur, quelqu'un qui voulait aller de l'avant, qui avait de l'ambition, qui se donnait les moyens de réussir. Et c'est également quelqu'un de très très sensible, qui était sensible au paysage et qui était sensible aux gens. Il a développé des grandes amitiés tout au long de sa vie avec les montagnards. Et malgré tout, est-ce qu'il a refait le Cervin? Oui, il a refait le Cervin. Il l'a refait par l'arête italienne avec Jean-Antoine Carrel, des années après. Jean-Antoine Carrel, à la fois l'ami et l'adversaire qui finit par gravir le Cervin juste après Whymper par le versant italien. Et c'est ainsi qu'en ce mois de juillet 1865, en l'espace de 3 jours, le terrible et invincible Cervin fut gravi 2 fois par 2 voies différentes. Aujourd'hui, 1 siècle et demi plus tard, près de 300 alpinistes atteignent chaque année le sommet de cette montagne légendaire.